Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Vision. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le président de la République a annoncé une augmentation significative des allocations touristiques et du Hajj, une décision qui répond à une demande croissante des citoyens face aux réalités économiques actuelles. Pour décrypter cette mesure et ses implications économiques, notamment sur la régulation bancaire et la gestion des devises, j'ai le plaisir de recevoir Idir Sessi, expert en régulation financière et bancaire. Bonsoir Monsieur Sessi, merci de faire partie de cette émission ce soir. Bonsoir à vos téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Monsieur Sessi, on parlait à l'instant de cette décision du Conseil des ministres. L'allocation touristique a été augmentée, vous le savez, à 750 € pour les majeurs et 300 € pour les mineurs, alors qu'elle stagnait, vous le savez, à 100 € depuis plusieurs années maintenant. Comment évaluez-vous cette décision, Monsieur Sessi, dans le contexte actuel, dans le contexte économique plus précisément actuel ? Alors, nous, la lecture qu'on fait au-delà des attentes, bien évidemment sur le plan purement pragmatique. Donc, il y avait une attente. Raisonnablement, on pouvait plus compter sur le change officiel. Malheureusement, on a encore deux parités sur le marché pour pouvoir voyager normalement pour multiples raisons, touristiques ou autres. Donc ça c'est le plan purement pragmatique et des attentes des citoyens. Mais je pense qu'elle s'inscrit dans un contexte plus large. Donc je pense que nous assistons, au moins avec la loi de finances et puis les récentes décisions des réunions du Conseil des ministres, à une concrétisation un petit peu des promesses, en tout cas des engagements des élections précédentes. Donc augmenter l'allocation touristique, on fait partie, c'est un symbole, donc c'est une attente populaire, disons-le, et je pense aussi, en tout cas, sur un autre volet, qu'il y a une vision derrière, donc comme le titre de votre émission. Donc la vision, c'est que on prépare un petit peu le terrain pour lutter contre des fléaux beaucoup plus grands, beaucoup plus nuisibles en tout cas pour l'économie nationale. Donc il y a une certaine méthode qu'on pourra développer après et peut-être dégager l'objectif principal de cette mesure. J'aimerais qu'on explique, Monsieur Sessi, à nos téléspectateurs, parce qu'on a bien compris que c'était 750 € pour les adultes et 300 € pour les mineurs. Mais si par exemple on va prendre un cas de figure, si je suis quelqu'un qui sort sur l'année plusieurs fois dans l'année, est-ce que je peux diviser cette somme en plusieurs parties à chaque voyage? Est-ce que je peux prendre 150 €, 200 €, 150 € une autre fois? Ou est-ce qu'il faudrait, pour une famille par exemple, s'ils sont 4, ça va faire un sacré budget quand même en dinars? Oui, alors nous, si vous voulez, c'est que dans le passé, il y avait une définition de cette allocation qui était fixée, donc plafonnée à 15 000 dinars, donc la contrepartie de 15 000 dinars. Donc la définition, elle se faisait en dinars algériens. Bon, les banques après, selon le change, le taux, ces 15 000 dinars il y a 15 ans, 20 ans, valaient quelque chose, mais avec le temps, avec l'inflation, la dévaluation, etc. Donc ça a diminué cette somme, et donc sachant que le fait de définir ce montant en dinars algériens faisait aussi impacter le montant d'une commission bancaire à l'intérieur. Donc ça diminuait beaucoup ce montant. Là, la commission bancaire y est ? Alors, elle y est, mais selon moi, elle ne sera pas dans le plafond, c'est-à-dire pas dans les 700, mais elle est ailleurs. C'est ce que je pense logique et juste d'appliquer. Je vais m'expliquer. Donc, maintenant, la définition, elle est faite en devises étrangères. Ça veut dire, quelle que soit la valeur du dinar, il y a un plafond, donc un portefeuille, une somme, qui est dédiée, et c'est un droit, donc ce n'est pas une allocation gratuite, donc on va acheter. Et donc, nous avons ce plafond annuel qui est quand même conséquent, et c'est 750 € par personne. Donc, le fait qu'on décide de voyager pas très loin, je peux ne pas vouloir acheter la totalité. Donc, c'est un droit annuel donc, qui est calculé sur un passeport, par exemple. Et donc, à l'année, je vais puiser ce montant. C'est ça, normalement, la logique de cette décision. Et pour commission, la commission doit être prise en dinars. Donc, la personne va rajouter un montant en dinars, puisque le montant
défini, il est en devise. Donc il faut payer les 1000, les 2000 ou les 200, ça dépend de la politique commerciale de la banque. Et donc il faut rajouter en dinars. Donc on n'impacte pas le montant en question. Il y a peut-être des banques qui vont peut-être appliquer des taux, donc un taux variable parce que c'est une opération qui va se faire de compte à compte. On ne va pas rentrer dans des explications comme ça, mais disons la majorité écrasante des opérations, c'est une commission en dinars, en dehors de ce plafond défini qui est utilisable jusqu'à épuisement à l'année. Donc c'est ça l'idée et je pense qu'elle est claire l'instruction et l'association des banques et peut-être même l'association des consommateurs devraient insister sur cette décision parce que on voit des fois des décisions politiques qui sont claires mais qui peuvent des fois changer de sens lors de l'application. À l'exécution. En tant qu'expert, M. Sassi, pensez-vous que cette augmentation, cette allocation permettra justement de répondre aux attentes des voyageurs tout en maintenant un équilibre entre la gestion des devises étrangères? Alors, il y a en fait des choix à faire. C'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui vont dire attention, il y a un contexte, hein, donc il y a peut-être il va y avoir un petit peu une pression sur les revenus de l'État algérien. On parle de l'exportation du pétrole. Il y a une incertitude internationale. On peut penser comme ça. Mais moi, personnellement, en tout cas, je pense que aller de l'avant dans ce genre de réforme, le bénéfice attendu, donc l'économie de cette mesure, est beaucoup plus bénéfique sur l'économie algérienne, structurellement parlant, que d'autres incertitudes qui auront certainement un impact, mais en tout cas, c'est pas autant que le pensent les gens. Je ne pense pas qu'on va avoir un déferlement de demandes d'allocation qui va impacter les réserves algériennes. On n'est pas à ce niveau-là. Maintenant, pour le but recherché par cette mesure, il y a une pédagogie derrière, il y a une logique, c'est une feuille de route à mon avis, et donc c'est assécher les sources du marché parallèle des devises, donc le marché informel, et on commence par sortir les honnêtes personnes qui ne sont pas censées traiter avec des réseaux informels progressivement. Donc ça peut être les touristes maintenant ou bien le hujjaj, et puis après il y a d'autres catégories, il y a une instruction dont on va citer l'année tout à l'heure peut-être. Oui, tout de suite justement. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Sassi? En tout cas, cette augmentation intervient après plusieurs décennies sans révision significative, alors qu'une réforme similaire était déjà évoquée, donc on en parlait en off dès 2007. Pourquoi, selon vous, monsieur Sassi, cette révision a-t-elle pris autant de temps finalement? Alors le temps, donc c'est un vrai problème, donc parce que l'intention du législateur, donc la décision politique, à un moment donné, elle a son pesant, et donc il faut dans l'application, il faut qu'il y ait l'accélération qu'il faille, en tout cas pour ce genre de mesures, surtout sur le plan financier, parce que les choses tournent, et puis le contexte international maintenant s'accélère, etc. Donc, alors, à l'époque, au fait, il y avait une manière de gérer l'économie. Donc en 2007, on disait, nous, on importe, on fait ceci, on fait cela, on importe les services dans le domaine technologique, on fait tout ça. Donc il y a eu une définition de ce qu'on voulait faire à l'époque. Mais maintenant, la vision de 2025, puisqu'on parle maintenant de 2025, elle a changé. L'Algérie est un pays qui veut exporter. L'Algérie est un pays qui va exporter les services, alors qu'en 2007, on importait les services. 16 milliards de dollars de services facturés à l'Algérie. Le contexte a changé. Et maintenant, bon, ça a diminué, on est peut-être entre 8 et 10 milliards, je crois. Mais maintenant, on cherche à exporter les services. Donc, le contexte a changé. Cette instruction, il est temps, à mon avis, c'est une instruction interne qu'il faut revoir de façon opportune. C'est-à-dire, nous avons par exemple des marchés comme les startups ou autres qui vont payer des services d'abonnement annuel, etc. Elles vont se retrouver sur le marché informel. Donc, il faut les attirer. Il faut qu'elles aient un minimum raisonnable pour payer ce genre de frais qui est tout à fait raisonnable et justifié. Donc, il faut les sortir parce que les laisser encore traiter sur ce marché, donc l'impact négatif sur elles-mêmes, sur l'économie et sur cet informel qui continue à vivre et à porter préjudice à notre économie, donc c'est pas bon. Il faut les attirer. Donc le coût financier, à mon avis, n'est pas aussi important. D'accord ? Je parle aussi d'autres secteurs
qui sont, par exemple, on veut prendre exemple des sociétés qui vont aller vers l'export dans des domaines hautement régulés, comme la pharmacie ou autre, oui. Pas forcément le pharma. Il faut retirer des cahiers de charges et c'est compliqué. Et c'est compliqué, c'est vraiment des services. Donc, permettre à ces sociétés de pouvoir payer des frais raisonnables et justifiés. C'est des institutions c'est un ministère qu'on va payer au Bénin, au Cameroun ou ailleurs. Donc, il faut leur permettre un budget. Une fois qu'ils deviennent exportateurs, ils auront des fonds propres, ils pourront payer sur fonds propres. Je comprends, moi, la logique du régulateur qui dit payer sur fonds propres. D'accord, mais laissez-les constituer ces fonds propres en devise pour pouvoir aller payer. Donc, pour revenir et dire qu'il faut aussi réviser cette instruction de façon tout à fait transparente et pragmatique et pour attirer encore d'autres catégories que sont à part les touristes et le Hujjaj, et commencer donc dans cette démarche de lutter de façon structurée, méthodique contre ce fléau du marché informel. Pour revenir à cette décision, quelles sont selon vous, Monsieur Sassi, les raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, qui ont permis que cette décision puisse se concrétiser à l'heure actuelle ? Alors honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui ont plaidé pour ça. Donc nous sommes arrivés quand même à une logique où, allez, 90 €, ça ne payait pas une nuit, donc c'est pas possible. Tout à fait. Et donc nous avons vu après un petit peu l'influence du marché informel. Donc si vous avez un acteur incontrôlable sur votre économie à ce niveau-là, c'est un facteur déstabilisant pour l'économie nationale. Donc il faut agir. Donc cette action, c'est une méthode progressive pour agir, même si, à mon avis aussi, que le problème de fond, il y a une vision derrière pour laquelle on devrait arriver, et c'est d'arriver à ce que notre dinar algérien devienne un jour une devise. On appelle entre guillemets ces monnaies qui ne sont pas convertibles monnaie de singe. Je voudrais bien, parce que on défend nos martyrs, etc. Je rêverais, moi, de voir le dinar algérien devenir une devise qui s'échange contre des dollars librement et partout. Dans ce sens, justement, hein, Monsieur Sassi, est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller justement vers la convertibilité du dinar sur le moyen ou le long terme ? Je pense honnêtement que c'est une réforme qui devrait prendre du temps. On parlerait peut-être de 5 ans et plus jusqu'à 7 ans et peut-être plus. Maintenant, il y a des modèles pour lesquels l'Algérie pourrait s'inspirer. Parce que maintenant, les paradigmes de l'économie algérienne, une économie qui veut domicilier chez elle, qui veut produire chez elle, qui a les moyens de produire chez elle et qui va attracter, on veut devenir un hub sur le plan géopolitique, sur le plan de disponibilité des ressources sur place. Donc tout cela fait que une réforme monétaire dans ce sens devrait être engagée. Alors il y a des modèles. Nous avons le modèle chinois par exemple, où nous avons deux monnaies. Une monnaie qui est nationale, oui. Une autre monnaie offshore. C'est une façon de voir, donc intermédiaire, qui peut préparer le pays à une réforme pareille. Il y a d'autres pays qui l'ont fait de façon un peu brutale et ça donne des problèmes d'inflation, ça donne d'autres types de problèmes dont il est prudent de réfléchir à l'avance. Ça prend du temps, en moyenne, ça va au-delà de 5 ans? Ça va au-delà de 5 ans, ça prend du temps. Maintenant, j'ai eu l'occasion cette semaine d'être invité à une conférence de l'Union européenne, et donc le point qui m'a beaucoup attiré, que j'ai demandé à la personne de nous expliquer plus ce point, parce qu'il y a cette idée que si un jour on passe à la convertibilité totale de la monnaie algérienne, on va souffrir de fuite des capitaux et on va souffrir du fait que les idéaux ne viendraient pas. Nous avons les chiffres. En Europe, les républiques de l'Est européen, c'est le contraire. En fait. Il faut savoir que le capital, la seule contrainte que le capital n'accepte pas ou tolère difficilement, c'est les barrières, c'est la circulation. Quand l'Algérie offre des cadeaux fiscaux à des capitaux qu'elle a du mal à les capter, il faut se poser la question. C'est la circulation qui pose problème et non pas le coût. Un capital qui essaierait de fuir un pays, d'aller payer 50% ailleurs, il faut se poser la question. Donc cette question de garantie de circulation des capitaux de façon souveraine,
est tout à fait raisonnable, c'est-à-dire on peut réfléchir par étapes, oui. On peut en tout cas tracer un plan, il faut commencer à le faire, il faut installer le pays sur des comparatifs économiques et non pas sur des paradigmes bureaucratiques, donc double parité, un marché informel, donc des inconnus. Tout ça, il faut l'engager et c'est, je pense... C'est le moment. C'est le moment. Moi, j'ai vu ces prémices, en tout cas sur ce genre de mesures, et je l'ai vu aussi dans le programme du président candidat. Il y avait les prémices de cette réflexion. La gestion des devises, on le disait, c'est le résumé de ce qu'on disait, la devise étrangère reste un enjeu majeur pour l'économie nationale. Dans quelle mesure, M. Sassi, ces augmentations, justement, pourraient-elles contribuer à mieux structurer le rôle des banques, vous qui connaissez bien les banques, dans l'accès justement aux devises ? Alors, le rôle des banques, et surtout, beaucoup de citoyens se demandent pourquoi on n'a pas de bureau de change. Même si c'est dans la loi monétaire et bancaire. C'est dans la loi, et elles se demandent. En fait, l'offre actuelle ne permet pas à un bureau de change de vivre de ça. Donc, ça va libérer du potentiel pour les bureaux de change. Pourquoi pas, dans l'avenir, donner à ces bureaux de change des taux préférentiels en termes de commission pour les encourager à absorber ce flux et puis arriver à terme, en tout cas, à devoir réviser certaines instructions qui se sont faites dans les années 90, qui donnaient une liberté de change en Algérie à nos émigrés, à nos retraités, qui pouvaient prendre leurs devises de la banque et les échanger sur le marché informel. À l'époque, on n'avait pas de devises et on a pris des mesures trop libres, on va dire, en laissant les gens pas assez fermes, juste pour capter cette devise sur les comptes des banques. Maintenant, le contexte a changé. Il est temps pour cette population, que ce soit la diaspora ou bien nos retraités et autres, de passer par les bureaux de change, par exemple, et donc de prendre des dinars à la place des devises, parce que ça reste quand même un canal très important qui alimente le marché informel. Et en tant qu'ancien cadre de l'ABEF, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, M. Sassi, quel serait justement le rôle, selon vous toujours, pour les institutions financières algériennes dans la mise en œuvre efficace de ces allocations ? Alors, un rôle d'abord, il y a une tendance mondiale à ce que les services au retail soient plutôt dématérialisés. Ça veut dire, on a vu, il y a des textes qui ont suivi la loi sur la monnaie qui est sortie l'année passée et qui prévoit les néobanks, qui prévoit les PSP, etc. C'est salutaire sur le plan de la loi. Maintenant, les textes d'application, à mon avis, donc il ne faut pas confondre précipitation et vitesse. Voilà. Donc, on a essayé de sortir des textes trop vite. Et il faut avoir le recul qu'il faut. Et une néobank à, je ne sais plus, à 75 millions de dollars jusqu'à 200, ce n'est pas une néobank. Il n'y a pas. En termes de comparatif, ce n'est pas à ce niveau-là. Une PSP à 100 ou 200 millions de dinars, si je ne me trompe pas, j'ai vu un texte de règlement qui parle dans ce sens, c'est pas possible. Donc, il y a même des structures de gestion, en tout cas de gouvernance de ces institutions, je parle des PSP, qui sont prévues par la loi et qui ne sont pas encore en place. Et donc, la gouvernance de ces solutions et les requirements, les prérequis de ces modèles, il faut y aller de façon économiquement logique. Il faut qu'on se mette en compétition dans notre environnement local et puis international. Donc, il faut se mettre à niveau de façon raisonnable. Et donc, la capitalisation, je dis ça pourquoi ? Parce que le produit retail pour les banques n'est pas forcément un produit rentable. Maintenant, il y a une filialisation, on fait sortir les services qui prennent beaucoup de temps et de services humains, on les sort, on fait les néobanks, on fait les sociétés de cash, etc. On est parti vers d'autres solutions. Donc, c'est l'occasion, avec ce genre de mesures qui donnent de la matière à ces sociétés de paiement, à ces guichets qui peuvent ouvrir, d'engager ce genre de projet pour réussir la bancarisation et puis capter surtout l'informel. Vous avez répondu à moitié, mais quels seraient, une fois de plus, les outils ou des réformes supplémentaires justement qui seraient nécessaires pour moderniser la gestion des devises et réduire la dépendance au marché informel ? Alors, moi, j'ai parlé du problème de la double parité. Oui. Ça, c'est une question autre. Maintenant,
on peut décider, et ça c'est le travail au fait des régulateurs, et on peut décider de donner plus d'avantages à certaines catégories qui vont donner l'exemple et encourager d'aller vers les banques et les institutions officielles. Alors ce travail, c'est que les exportateurs, les zones offshore, ce genre de solution peut encourager l'environnement local à s'adapter progressivement aux solutions réelles. Alors il y a le offshoring, on parle des zones franches sur les frontières, mais il y a le offshoring financier. Oui. L'Algérie possède des institutions financières qui ne se trouvent pas en Algérie, elles se trouvent ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, elles peuvent opérer à l'international et elles ne peuvent pas opérer ici. Donc, pour des raisons de sécurité nationale d'abord, et pour des raisons qui peuvent me permettre à moi de préparer mon environnement local et de donner cette dynamique aux autres institutions financières et bancaires, de créer des zones franches en Algérie. Nous avons des banques internationales en Algérie. Elles ont tous les produits qu'on puisse imaginer, mais elles ne peuvent pas les proposer en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a une régulation qui ne suit pas, il y a des lois qui ne suivent pas, et ces lois, malheureusement, si on les engage de façon rapide et brusque, on peut créer beaucoup d'instabilité, de problèmes. Donc ce genre de solution intermédiaire dont je parle, c'est l'offshoring ou bien les solutions technologiques, ça permet de préparer un petit peu l'environnement. Maintenant, sur d'autres plans, on peut imaginer que l'État fasse des efforts, c'est de favoriser de façon financière et intéresser les banques, les institutions financières sur ce genre de produit qui n'apporte pas beaucoup pour la banque et qui prend beaucoup de temps et de risques pour les employés, pour leurs agences. On peut imaginer de leur donner, de les intéresser pour pouvoir faciliter ce service aux citoyens. Est-ce que ces augmentations, M. Sassi, traduisent selon vous, encore une fois, une amélioration de la santé économique de l'Algérie ou en tout cas une volonté politique de répondre aux attentes des citoyens? Très certainement. C'est une volonté de vouloir appliquer de façon pragmatique ces attentes. Donc, nous sommes comme une famille. Hein, donc, quand il y a un problème, tout le monde en parle et on l'entend. À un moment donné, il faut le régler. Si on le laisse comme ça, ça peut créer d'autres fléaux incontrôlables. Donc, mais pour moi, encore une fois, il y a une vision derrière. Ça veut dire que ce n'est qu'une étape, assécher, attirer les populations qui ne sont pas censées être dans ce réseau-là et puis progressivement aller vers des solutions plus concrètes. Il faut aussi renforcer le côté de la collaboration, c'est-à-dire les accords à l'international, parce que l'informel, qui est aussi important, ne se règle pas par un État seul. Il faut de la coordination internationale, donc il faut identifier les canaux potentiels et aller vers une collaboration avec les pays concernés éventuellement pour limiter ce fléau. On a parlé de l'allocation touristique et des perspectives économiques de manière générale. On a oublié un petit peu l'allocation du Hajj, cette nouvelle allocation du Hajj qui est fixée aujourd'hui à $1000, qui constitue, vous le savez, M. Sassi, une avancée quand même importante et significative pour accompagner les pèlerins algériens. Est-ce que vous pensez que cette mesure, en tout cas, pourrait réellement alléger les charges des pèlerins tout en répondant aux exigences financières du pèlerinage, M. Sassi? C'est moyen. Mais c'est toujours un pas et c'est une bonne chose. Alors il y a des solutions peut-être qui étaient un petit peu, qui peuvent, des pistes de réflexion. Il y a certains pays avec lesquels, de façon bilatérale, l'Algérie peut-être engager une reconnaissance de la monnaie. C'est-à-dire qu'on peut payer en dinars algériens et eux aussi peuvent nous payer avec leur monnaie. Je ne parle pas de dédollarisation et de BRICS, ça c'est un autre sujet. Je parle d'accord bilatéral et de reconnaissance pour des échanges commerciaux. Avec la monnaie nationale. Exactement, bien identifié. Ça peut être le paiement électronique. On peut, avec certains pays, pour certains produits, que ce soit l'Afrique et autres, payer en dinars. Donc ça va créer une dynamique sur des plateformes de paiement algériennes, par exemple. Oui. Donc, ça veut dire qu'on peut importer certains produits, certains services en dinars avec certains pays. Ça peut se faire en bilatéral. Pourquoi pas le Hajj pour l'Arabie Saoudite? Penser à engager quelque chose dans ce sens et qu'on puisse dorénavant traiter en monnaie nationale avec ce pays. Pour résumer, nous arrivons à terme de notre émission, M. Sassi. Est-ce que ces révisions marquent finalement le début d'une réévaluation globale de la politique de change et de gestion des devises en Algérie? Je l'espère beaucoup parce que c'est le nœud.
Ça peut être anodin pour certains de dire qu'il ne s'agit que d'allocations, que ce genre de choses, mais croyez-le, le problème, parmi les grands problèmes de notre économie, c'est le problème de la monnaie et de sa gestion. Donc il est temps, pour beaucoup de raisons, des raisons, je disais tout à l'heure, même pour des raisons nationalistes et autres, oui, et pour des raisons purement pragmatiques, il est temps, et notre responsabilité, en tout cas en tant que citoyens et algériens, de réfléchir à ramener le dinar à sa vraie place. Merci beaucoup, Monsieur Idel Sessi. Je rappelle que vous êtes expert en régulation financière et bancaire. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission Vision de ce mardi. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve, comme d'habitude, mardi prochain pour un autre numéro.